Le portrait des microbrasseries au Québec est assez impressionnant. Selon les statistiques de l'Association des microbrasseries du Québec, en 2011, on comptait près de 90 artisans brasseurs et brasseurs. Et maintenant, en octobre 2021, on parle de près de 290 artisans brasseurs et brasseurs. C'est une augmentation de près de 230 en 10 ans. Donc, c'est un secteur qui mérite une certaine attention quand même avec toute sa croissance. Aujourd'hui, j'ai une discussion avec un gars qui travaille pour vous créer de bons souvenirs, entre amis, du bonheur à vos papilles et surtout des produits brassicoles bien appréciés. Je parle de Sébastien Moras, fondateur, président et maître brasseur de la microbrasserie Riverbend Alma. Avec Sébastien, on va parler du concept de microbrasserie qui rend hommage aux bâtisseurs et aux travailleurs de sa région. Et on va parler aussi des défis de la production. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Je vous souhaite la bienvenue à ce 4e balado TAD. Donc, comme je vous ai dit en intro, j'étais avec Sébastien Moras de la microbrasserie Riverbend. Sébastien est président et maître brasseur à la microbrasserie. Donc, salut Sébastien, merci d'être avec nous. Yes, salut! Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Ouais, ben en premier, comme je fais dans toutes mes balados, j'aimerais savoir c'est qui Sébastien Moras, c'est quoi ton parcours peut-être scolaire ou ta formation que tu as là, pour faire ton métier, puis aussi c'est quoi ton parcours professionnel pour en arriver là, à maître brasseur. Puis tantôt on va parler là, de l'idée, là. Tantôt on va reparler là, comment tu as eu l'idée là, de devenir propriétaire de ta propre microbrasserie, mais en premier, là, c'est qui ça, Sébastien? Ben, tout d'abord, c'est un parcours assez rocambolesque. Moi, je proviens d'études en musique. Fait que j'ai fait un DEC en musique. J'ai fait après ça mon bac en interprétation en guitare. Quand j'ai fait mon bac aussi, là, un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des cours secondaires à faire, puis que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Fait que, à l'époque, c'était un studio d'enregistrement. Puis je voulais avoir un studio, puis pas faire comme tous les studios, c'est-à-dire fermer après 3 mois. Fait Ouais. que maintenant, je me suis dit, je vais essayer d'aligner mes flûtes, comprendre comment que ça marche, le côté business. Fait que j'ai presque complété une mineure en finance pendant mon bac en musique. Il me manque un ou deux cours là, pour avoir vraiment la mention là, sur le diplôme. Là. Mais j'ai pris plusieurs cours là, en comptabilité, finance, gestion, etc. Pendant ça. Fait que j'ai fait ce métier-là de musicien pendant un bon bout. À Montréal, entre autres, quand je suis allé faire mon bac là, c'est sûr qu'après ça a continué dans cette ville-là. Jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler un petit sideline chez Dieu du ciel à Montréal. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé à devenir brasseur là. Puisque je brassais à la maison, j'avais commencé ça au cégep plus par nécessité que par ça revenait pas cher, puis ça fitait avec mes études collégiales, avec le budget qu'on avait. On était 3 chums, puis on avait un kit chacun, fait que on avait avec on brassait une fois par semaine, fait qu'on avait toujours une batch de prêtes, donc sur un cycle de 3 semaines, là, ça faisait toujours bien. Puis quand je suis arrivé à Montréal, avec un de mes amis, j'avais décidé de recommencer ça, à brasser maison. Fait que quand j'ai travaillé chez Dieu du ciel, je rentrais là comme cuisinier. Après ça, je suis devenu serveur, mais je posais beaucoup de questions aux brasseurs par rapport à ce que je faisais chez nous, parce que je faisais ça sans vraiment comprendre ce que je faisais. C'était purement pour le fun, là, tu sais, puis c'était pour dire on l'a fait. C'est pas toujours bon, mais on l'avait fait. Puis de fil en aiguille, ben, à un moment donné, il m'a dit ben, ça te tenterait pas de travailler avec moi, je vais tout te montrer le métier. Fait que j'ai accepté. Je dit écoute, si ça fait pas, ça fera pas, puis c'est tout. Là. Mais finalement, j'ai eu la piqûre carrément. Là, et là, j'ai été brasseur 2 ans chez Dieu du ciel. Suite à ça, après des vacances pendant l'été ici dans notre région natale, à moi et ma conjointe, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est allé prendre une bière à Micro-du-Lac, puis là, on a tissé des liens là, puis m'amener, ils ont réussi à m'attirer chez eux. Donc là, après ça, on a décidé de revenir en région.
on est en 2011 à cette époque-là. Puis là, j'ai été brasseur en chef 4 ans. OK. Jusqu'en 2015, où on a décollé Riverbend. Ben, c'est cool parce que Dieu du ciel, si on remonte à quelques années, puis encore là, sont comme un peu considérés, là, sans dire comment je peux dire, c'est pas nécessairement eux autres qui ont ouvert les trails, là, mais c'est quand même, sont dans des premiers de classe, là, fait que t'es tombé dans une bonne école pour apprendre, là. Ah, vraiment, là, pour apprendre, là, je pouvais pas mieux tomber. Luc Lafontaine, qui était le brasseur à l'époque, m'a vraiment, vraiment pris sous son aile. Puis j'ai vraiment eu cette chance-là qui m'a vraiment tout montré sans retenue. Là, il n'y avait pas de t'as pas à savoir ça tout de suite, quoi que ce soit. Puis moi, j'arrivais toujours avec mon paquet de questions. J'avais comme une demi-heure, 45 minutes de métro à faire avant d'arriver le matin. Fait que je m'étais acheté des livres sur la bière. Fait que je lisais en y allant. J'arrivais, j'étais déjà en feu avec 10 000 questions. Puis jamais, 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 jamais il m'a mis un break là-dessus. Fait que ça a pu accélérer beaucoup l'apprentissage. Puis le brewpub à Montréal, où ce que je travaillais, c'est des petites quantités. On passait en 500 litres. Puis au tableau, il y avait 18 bières en fût, toujours de disponibles. Fait qu'on brassait, j'ai eu l'occasion de brasser énormément de styles différents. OK. Que ce soit des bières américaines, anglaises, allemandes, puis toutes sortes de styles, des bières fumées, des bières aux fruits. Fait que ça a été vraiment une école extraordinaire pour moi, là. Puis c'est encore aujourd'hui une très belle gang. Au Dieu du ciel, quand tu travailles là, tu fais partie de l'équipe à vie. Puis après ça, tu es arrivé au Lac-Saint-Jean, puis il y a une belle culture brassicole aussi qui est saine. Je pense qu'il y a beaucoup de brasseries qui sont ouvertes puis qui ont des beaux succès, là. Oui, tout à fait. On est rendu une belle gang ici. Là. On est rendu. J'ai perdu le compte un peu, mais c'est un petit peu plus que 15. Là. Donc, oui, puis on a une belle collégialité ici. Là. Il y a beaucoup d'échanges, de visites. Il y a toujours un moment donné qui passe. Hey, salut, comment ça va? Je passais dans le coin, je suis venu voir, dire bonjour. C'est le fun. Ah, ben c'est fun. On a beaucoup aussi, hey, il me manque telle affaire pour une bière, t'aurais pas ça, telle sorte de houblon, telle sorte de mal. Fait que, on fait beaucoup d'échanges comme ça, on se dépanne, on se donne des trucs. Oui, mais c'est ça, je voulais la poser plus tard un peu. C'est pas. Il y a une saine compétition, veut pas entre les brasseries, mais il y a une fraternité incroyable. Puis je pense que la compétition, c'est plus au niveau de qui va sortir, quel produit qui va avoir qui va partir une tendance. C'est un peu ça, parce que vous faites toutes vos places, puis je pense que vous respectez toutes là, dans le domaine, là. Ouais, vraiment, il y a beaucoup un gros respect, là, ça reste qu'on fait de la business, mais cette business-là est vraiment faite dans le respect des autres. Puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le but, c'est pas d'aller manger les parts de marché de mon voisin d'à côté, et vice-versa. Les microbrasseries, c'est pas compliqué, là. On a un ennemi commun, puis c'est plus là-dessus qu'il faut focusser que de focusser sur toutes nos petites business ensemble. On est beaucoup plus fort ensemble contre cet ennemi-là, qui est les grands brasseurs, là, évidemment, là, qui sont extrêmement forts et j'aurais tendance à dire puissants, puisqu'ils ont un lobby qui est démesuré par rapport à ce que nous, on peut avoir là, comme une petite entreprise, même réunis ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup plus à gagner. On est beaucoup plus fort ensemble qu'un contre l'autre. Ben, ça doit te faire plaisir. Moi, je vois ça positif quand je me promène, je vais à l'épicerie, puis dans la section des bières de microbrasserie, quand je vois une bière d'un grand brasseur, la canette est à côté, mettons, d'une bière Riverbend, puis tu vois qu'il manque une de Riverbend, on se dit, il y a quelqu'un qui a fait un choix Québec en quelque part, là. C'est un point pour vous autres, là. Mais. Puis depuis que je suis revenu dans la région là, en 2011, ici, là, écoute, là, la proportion dans les espaces, que ce soit dans les dépanneurs spécialisés, les épiceries, écoute, c'est hallucinant là, de voir la place que les microbrasseries ont réussi à se faire dans ce marché-là, qui était très, 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 très fermé. Là, puis, on parle pas de. Oui, là, aujourd'hui, 2011, ça fait 10 ans, là, mais en 10 ans, là, ce cheminement-là a été exponentiel. C'est incroyable. Ouais, puis ça, c'est, comme on disait, l'effort de la communauté aussi, là, plus qu'il y en a, puis
C'est bon aussi là, pour le porte-monnaie québécois, là, le porte-monnaie régional là, aussi. Là. Ben oui, tout à fait. Hein. Ça crée des emplois chez nous, ça crée de la richesse chez nous. Ou une entreprise comme nous autres qui utilise des mâles québécois, des houblons québécois, une levure qui est québécoise aussi. Fait que c'est toutes d'autres petites entreprises qui gravitent autour de nous autres, qui, qui, qui gagnent au change aussi. Là, fait que ça crée tout un microcosmos d'entreprises québécoises. Là, fait que ça, là, on a de quoi être fiers. Ah, c'est vraiment cool, puis c'est un domaine qui est à découvrir. Je vais sauter l'autre sujet parce que on pourrait se tirer pendant 2-3 heures à jaser du parcours, mais écoute, tu sais, à un moment donné, tu es retourné au Lac-Saint-Jean, bon, tu dis que tu as travaillé à Micro-du-Lac. À un moment donné, tu as eu un déclic de dire, ben, moi, je suis capable, j'ai les reins assez solides pour dire, je m'ouvre une microbrasserie. C'est sûr que, bon, il y a des défis au début. Dire je choisis Alma, puis en plus, tu es allé dans un secteur particulier, puis tu as voulu rendre hommage à ce secteur-là. Là. Mais, tu sais, le déclic s'est fait quand tu as dit, moi, Sébastien Moras, là, j'ai une idée de microbrasserie, puis je pars là-dessus. Ben, un peu comme je disais tantôt, ça part de l'université quand j'étudiais, puis comme je te disais que j'avais le goût d'avoir ma propre business. À cette époque-là, c'était un studio d'enregistrement. Puis là, année, bon, ben, mon chemin a dévié un peu vers la bière, puis je continuais quand même à réfléchir, à me dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux dans le futur aussi. J'avais toujours ce désir-là d'avoir ma propre business. Fait que, avec le temps, l'idée s'est développée. J'ai trouvé des partenaires, d'autres gens qui avaient le même genre d'idéologie que moi. Puis, à un moment donné, bon, ben, l'idée a commencé à grandir jusqu'au temps où on en est venu à dire, bon, ben, on est prêt, on peut se Ouais. lancer. Puis, c'est maintenant le temps de décoller ça. Oui, puis je pense que vous êtes arrivé dans une période où il y avait une croissance, mais c'est avant le gros boom des 4-5 dernières années. Là, ben, toi, ça va faire 6 ans bientôt, là. Ouais, ça va faire 6 ans, fin novembre. Puis Effectivement, c'était avant. là, Il y a eu un autre boom, là, on dirait, là, que ça a éclaté. Fait que vous avez eu le temps de faire votre nom avant que ça arrive, ça. ouais, ouais, tout à fait. Là. Écoute, nous autres, ça va faire 6 ans, puis le marché a changé, a évolué. C'est incroyable là, dans les dernières années. Là, c'est fou, là, c'est fou. Là. On regarde le chemin parcouru. Juste, si je prends juste l'histoire de Riverbend, là, c'est fou comment le marché a complètement évolué. Là, Ben, c'est ça, tu parles de l'histoire de Riverbend, mais vous autres, le nom Riverbend, puis le concept Riverbend est justement parti autour d'une histoire du quartier ou de la région, là. Oui, tout à fait. Riverbend, c'est un quartier ici qui est patrimonial à Alma, qui était le quartier des cadres de l'usine Price. C'est un quartier qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très, très beau. Un quartier, une maison anglaise, colorée, avec des gros arbres. Puis c'est très, très riche en histoire. On parle d'un quartier qui a été construit dans les années 20. Là. Et donc, l'usine, nous autres, n'était pas dans ce quartier-là, mais à côté. OK. Et dans le quartier industriel qui est juste à côté. Là. Et de là, on y est allé avec le slogan Brasseur d'histoire. On a décidé d'utiliser des photos historiques qui provenaient de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean pour nos canettes. Donc, on a exploité ce créneau-là pour aller chercher la fibre aussi des gens, l'appartenance. C'est tout Puis ça là, qui a cheminé. vous rendez hommage aux travailleurs, mais il y a encore beaucoup il y a une communauté de travailleurs, de gens vaillants autour de chez vous. Est-ce que vous sentez que vous avez été chercher un peu ces personnes-là? Oui, il y a l'amateur de microbrasserie, mais sentez-vous comment je peux dire, il y a une connexion entre vos produits puis les gens, là, les Ah, travailleurs, là? c'est sûr, là, c'est sûr qu'on a réussi dès le départ à créer un sentiment d'appartenance avec les gens d'ici. Ça, c'est indéniable. On a eu aussi la chance que quand on a décollé, les festivités du 150e de la ville d'Alma aussi décollaient, puis Oui. on a eu l'occasion de faire la bière officielle du 150e, la blanche du 150e. Fait que ça aussi, ça nous a propulsé, puis ça a vraiment renforcé ce sentiment-là d'appartenance des gens envers notre microbrasserie, parce que c'était vraiment une microbrasserie
de chez eux, tu sais. Puis ce qui a motivé notre choix aussi d'être à Alma, c'est que Alma, à l'époque, en 2015, était une des seules villes de 30 000 habitants et plus au Québec qui n'avait pas encore de microbrasserie. OK. Fait que, donc, moi, je réside dans le village à côté, à Saint-Gédéon. Là. Mais, tu sais, pour moi, ça prenait ça à Alma. Là, ça m'a vraiment motivé notre choix là, de venir s'installer là. Ah, c'est super, tu sais. Puis t'es arrivé, le timing devait être bon en même temps, là. Ah oui, tout à fait. Les gens étaient prêts pour ça. Tu sais. Je me souviens encore, là, j'ai des flashs de quand on a ouvert les portes pour une première fois, des gens qui rentraient et qui disaient ah, enfin une micro à Alma, hey, on est tellement contents, puis tout. Puis, tu sais, c'est vraiment trippant. Là. Puis j'avance un peu, mais tu sais, vous aviez l'image sur la canette, bon, ça représentait l'histoire, mais dernièrement, vous avez pris un tournant, peut-être simplifié l'image du produit. Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'il y a eu un déclenchement derrière ça? Tu sais, C'est quelque chose, c'est un processus qui avait été décollé là, 2 ans environ. OK. Parce que, entre autres, nous, au départ, là, quand on a ouvert Riverbend, comme je disais, le marché était complètement différent d'aujourd'hui. Nous autres, on prévoyait faire genre 6 bières, 6 variétés de bières différentes dans l'année, s'en tenir à ça, se concentrer à bien faire chacune de nos recettes, à les améliorer, les travailler, tout ça. Et écoute, je te dirais que 3 à 5 mois après notre ouverture, la folie des nouveautés s'est emparée du marché de la bière québécois, mais pas rien qu'un peu, là, mais vraiment, vraiment très, très fort. Et la seule question qu'il y avait, que ce soit de la clientèle ou des détaillants ou quoi que ce soit, c'était tout le temps qu'est-ce que tu as de nouveau? OK. Qu'est-ce que tu as de nouveau? Si tu n'as pas de nouveau, moi j'achète juste du nouveau. Tu sais? Fait que là, à un moment donné, là, c'est venu complètement fou. Fait que là, à ce moment-là, ben, il a fallu s'adapter. Puis on a réagi. Puis comme je disais tantôt, j'ai travaillé dans 2 microbrasseries qui faisaient des variétés de bières assez larges. Là, donc j'avais quand même cet éventail-là de possibilités là, dans ma poche. Là. Donc là, on s'est dit, bon, ben go, on se lance, nous aussi. On va faire de la nouveauté. Puis je m'en plaindrai pas. Là, c'est le fun d'être créatif, c'est le fun de créer une nouvelle chose, c'est le fun de. Tu sais, ça a d'autres contreparties aussi, là, comme dans n'importe quoi. Mais on s'est lancé là-dedans, mais notre brand n'était pas conçu au départ pour faire 20, 30, 40 SKU différents. Là. Non. Fait à un certain moment donné, on est venu comme un peu saturé dans ce qu'on pouvait faire. Nous autres, bon, il y avait l'image historique en noir et blanc. Puis après ça, il y avait un carré de couleur en bas où il y avait la sorte de bière qui était écrite dedans. Mais c'est juste que à un moment donné, une photo en noir et blanc comparée à une autre photo en noir et blanc, ben, ça devient assez mêlant. T'sais. Puis le petit carré de couleurs, ben, à un moment donné, des couleurs, n'a pas 10 000, là, il y a des variantes, là, mais à un moment donné, vert, 50 Shades of vert, 50 Shades of bleu, puis 50 Shades of jaune, t'as fait le tour, puis mettons, je prends le bleu comme exemple, là, c'est que le carré bleu, même si c'était des teintes de bleu différents, ben, on avait la blanche à clémentine qui était bleue, la IPA du Pacifique qui était bleue, puis la Gose aux Alpes qui était bleue. Qui sont 3 styles de bière complètement opposés un de l'autre. La personne, puis ça, dans ce processus-là de rebranding, je me suis conscientisé encore plus à ça, à quel point on achète avec nos yeux, c'est fou, là. Fait la personne qui dit, moi, ma bière préférée chez Riverbend, c'est la bleue. Ben, la bleue, si la personne-là, c'était la blanche à clémentine, puis qu'elle s'achète une Gose aux Alpes, qui est une bière surette et salée, avec un goût marin, elle fait un méchant saut, là, seulement du qui est passé à la clémentine, la cardamome, puis la coriandre, tu sais, elle capote un peu. C'est un peu pour faire le parallèle, quelqu'un qui se commande un 7-Up, puis il y a un Perrier à la place fin saut, là. Oh, oui, tout à fait, exactement. Là, c'est pareil. Tu penses t'acheter des chips ordinaires, finalement, sont sel et vinaigre. Là. Une grimace avec ça. Ouais, tu fais un méchant saut dans la première gorgée. Là, fait que à un moment donné, c'est ça, nos bières ne se différenciaient plus entre elles. OK. En plus,
d'autres problématiques comme le carré de couleur qui était dans le bas de la canette. Donc, quand elle était dans les caisses, On ne voyait c'était pas. vraiment difficile d'identifier les différentes sortes de bières une fois qu'ils étaient dans les caisses. Je pense beaucoup aux détaillants pour ça, ou les distributeurs. Puis aussi la quantité de New School qu'il a fallu faire. Puis la quantité aussi de nouvelles bières sur le marché qui est apparue. Fait que là c'est devenu important aussi de se démarquer des autres. C'est important de se démarquer entre nos bières entre elles, mais aussi de se démarquer nous autres sur le marché. Puis là, ben, les photos noir et blanc, bon, ben, c'est moins flash, c'est moins, ça attire un petit peu moins l'œil. Fait que tout ça, ça a fait partie de cette décision stratégique-là de revoir l'image de Riverbend, de l'adapter au marché d'aujourd'hui. Puis visuellement, dans une tablette, ça fait probablement moins chaotique. C'est sûr, les couleurs, c'est différent, mais quand on avait plein de paysages d'artisans, là, je ne sais pas si on Ouais. peut dire ça de même, c'était beau chacune des canettes, mais je pense qu'ensemble, ça faisait un petit chaos, mais là, ça va. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai pas vu de bloc de Riverbend encore arriver en région, mais quand ça va arriver, sûrement que ça va faire de quoi de bon, là, mais... Ah oui, ça a vraiment un impact significatif sur la tablette, là, au niveau visuel, là, c'est vraiment trippant. Tu sais, ça nous a permis de réfléchir aussi beaucoup à qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis, on avait, comme je disais tantôt, le slogan brasseur d'histoire. Oui, on l'avait déposé là puis, mais c'était pas quelque chose qui était utilisé là, de façon systématique dans nos communications ou quoi que ce soit. Et on a vraiment déterminé que c'était vraiment une force, ce slogan-là. Même qu'une fois, Unibro a tenté d'utiliser. Ouais. Donc, puis on a gagné contre eux autres. On n'a pas eu besoin de travailler fort, mais disons qu'ils ont reconnu rapidement qu'on avait la paternité de ce slogan-là avant eux. Puis, fait qu'on a vraiment remis le brasseur d'histoire au cœur de de nos communications puis de notre branding. Parce que, oui, avant, on parlait plus du côté historique, mais maintenant, c'est plus travailler sur, tu sais, quand on prend une bière, là, il s'en passe des histoires, tu sais, Oui, là, une puis un autre. Mais aussi, on s'en compte des histoires, tu sais, puis il va y avoir des histoires de chasse, des histoires de pêche, des histoires pas racontable. de plage, tu sais. Fait que, on trouvait vraiment ça judicieux, tu sais, de ramener. On n'a pas tout jeté à la poubelle pour commencer à zéro, mais de remettre le slogan brasseur d'histoire au centre de tout ça, là, pour nous autres, ça nous parlait beaucoup. Ah non, c'est super parce que c'est ça, c'est l'idée que j'avais quand j'ai vu le slogan, ben, quand il est revenu, que vous nous l'avez mis dans la face là, sur, sur les pages Facebook, sur le site web, ben, c'est ça. Moi, j'étais conscient du passé de la région, mais je me suis dit, c'est ça qui arrive quand on va entre amis dans un festival, ben, il s'en crée des histoires, puis c'est ça, c'est des souvenirs parce que, tu sais, veux pas, ta job, c'est de créer du plaisir un peu, là, de créer du plaisir pour les personnes, les papilles Oui, aussi. exactement. L'important, veux pas, on est des créateurs d'émotions. Il faut créer des émotions, mais sur tous les aspects. C'est pas juste dire quand tu craques ta bière, tu la mets dans ta bouche, ça va te créer une émotion de wow ou de quoi que ce soit, mais il faut que ça commence tout de suite dès la tablette. Il C'est ça. faut que ton wow commence tout de suite. Puis je m'en suis rendu compte aussi. Là, maintenant, tu vas voir un peu ce qui se passe dans les dépanneurs, dans les épiceries, tu regardes les étalages de bière, puis maintenant, tu mets ta main sur une bière, puis là, tu te poses pourquoi j'ai mis ma main sur cette bière-là, puis pas sur celle-là à côté. Puis là, tu te dis, ouais, mais l'autre, je dirais pas, elle est lettre, mais elle n'a pas mon goût. Ça ne m'attire pas, tu vois, elle ne m'a pas attiré l'œil. Puis tu te dis, ouais, mais je pourrais prendre celle-là. Mais non, elle ne m'attire pas l'œil. Des fois, on dirait que le branding, c'est tellement fort. Oui, puis d'un autre côté, l'histoire, ça commence des fois même en magasin parce que quand il y a deux, trois personnes devant une section, ça commence à jaser, puis des fois, ça finit plus. Les ventes se font par les clients entre eux autres, puis là, le commerçant se dit hey, j'ai donc bien vendu aujourd'hui, mais il y a trois, quatre gars qui sont arrivés, ou trois, quatre personnes, des femmes, puis tout ça, ça s'est mis à jaser, puis prends ça, goûte à ça, goûte à ça. Ils venaient chercher deux canettes, tu partes avec six, là. C'est des choses que j'ai remarquées, puis c'est trippant parce que moi, j'ai sorti un terme dans un festival qui est la bière, c'est un lubrifiant social dans le sens où
même si à la première gorgée, on peut jaser, on partage avec ça, puis c'est un produit qui est sympathique, là. Ah, tout à fait, là, on ne se le cachera pas, là, ça sert d'inhibiteur un peu aussi, puis puis ça permet de faciliter la socialisation jusqu'à un certain point. Là. C'est sûr que quand tu es capable de parler, maintenant, c'est dur de socialiser. Faut pas se rendre là, faut pas se rendre là. Hey, je ramène ça dans la ligne de conduite un peu, parce que c'est ça, on est capable de déraper. Mais tu parlais de création, ben, tu as un passé musicien, là, puis il y a la bière, un côté créatif. Ça vient où? Ça arrive de où? Il est comment votre processus de création? Est-ce que vous avez des trucs qui sont inspirés de d'autres choses qui se font, soit localement ou partout dans le monde? Ou est-ce qu'il y a aussi des trucs qui sortent carrément de votre tête? Souvent, moi, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai de disponible devant moi. OK. Je pense beaucoup à l'été, mettons, là, fin de l'été, à partir du milieu de l'été, là, ici dans la région, il y a énormément de producteurs de fruits, de petits fruits, etc. Fait que des fois, c'est un coup de téléphone que je reçois. Hey, j'ai tel genre de fruits. Des fois, tu te dis, ouais, des fois, j'ai jamais entendu c'est quoi ce fruit-là. Fais des recherches un peu. Ah, porte-moi-en, on va regarder ça. Puis là, whoop, là, il y a une idée qui pop à partir de ça. Ah ouais, OK. C'est le fun, OK, il y a tel genre de saveur, on pourrait greffer, aller chercher, rose, c'est ça, comme ça, nanana, j'ai des barriques de gin Saint-Laurent là, qu'il faut que je remplisse, ça fitterait avec le goût, on va y aller comme ça avec quelque chose de ce genre-là. Mon fournisseur de levure, une levure de tel style, ou une levure que j'ai jamais utilisée, ou un style que j'ai rarement fait, ou quelque chose que, il me semble que ça fait longtemps que j'avais le goût de faire ça. Fait moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se présente à moi. Là, c'est souvent comme ça que les idées vont décoller. Ou des fois, on tombe en période plus tranquille. Fait que là, on se dit, gars, ça va être le temps de faire une lager. C'est vraiment long à faire. Fait que on va en profiter. Fait que, on s'inspire. Je m'inspire beaucoup, c'est ça, de ce qui est disponible, de ce qu'il y a en avant de nous autres. Fait que c'est un peu comme ça là, que la création va s'opérer beaucoup. C'est un peu comme par chez nous, c'est le côté maritime, mais vous autres, il y a le côté forestier qui est présent, il y a le côté les petits fruits, là, on pense, au bleuet, la camerise, des trucs comme ça, là, qui sont l'arcousier, c'est dans votre cas aussi qu'il y en a. Ouais. Mais vous arrivez, vous avez un terrain qui est fertile, c'est sûr que ça inspire vos styles de bière, mais dans le forestier, avez-vous tombé, dans les fruits, oui, mais êtes-vous tombé dans le forestier un petit peu? Une petite affaire. C'est pas quelque chose qu'on utilise à grande échelle. Là, on a la camerise aux herbes boréales, camerise et herbes boréales, qui est un mix d'herbes boréales qu'on fait en collaboration avec Camerise Mistour, qui eux autres travaillent beaucoup dans le boréal. Fait qu'on nous ont conçu un mélange d'épices pour cette bière-là. Puis, on parlait tantôt justement de la saine compétition entre les brasseries aussi. Il y en a des brasseries ici dans la région qui sont beaucoup plus spécialisées en herbes boréales. Fait que moi, je laisse les meilleurs s'occuper de ça. Moi, on va dans saupoudrer à gauche, à droite, une fois de temps en temps, quand on trouve que l'idée est juste puis qu'elle concorde bien avec le style de bière qu'on fait, l'idée qu'on en a, des saveurs qu'on veut. Fait que c'est pour ça on en utilise, mais ça, c'est pas notre core business. Là. Fait que s'il y en a d'autres qui les utilisent, toi t'arrives, puis si tu as une idée, tu peux, avec votre confrérie, dire hey, je voudrais essayer telle herbe, ils vont dire non, t'es mieux de prendre une autre herbe, ça se fait-tu, ça aussi? Oui, ça se fait, ou ils vont dire moi, tu vois, dans telle sorte de bière, j'en ai mis tant de grammes par litre, puis fait que là, tu peux te dire, moi, je voudrais que ça goûte plus ou que ça goûte moins, fait que là, tu vas gager, là, fait que je compare souvent à ça à un chef cuisinier, hein, les chefs cuisiniers ont accès pas mal tout aux mêmes affaires, là, fait que maintenant, tout est dans la recette, dans les épices. Nous autres, les épices, l'épice de la bière, l'épice de la bière, c'est le houblon. Les houblons, il y en a des centaines de variétés.
du malt, il y en a des centaines de variétés. Là, ben, là-dedans, au travers de ça, tu mets les épices, tu mets les fruits, tu mets les sortes de levure que tu peux utiliser. Fait que maintenant, tu sais, c'est tout, c'est réussir à jouer avec ces mélanges-là, tu sais, du général Tao, il y en a un puis un autre qui en fait des recettes, tu sais, mais pourquoi qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Ben, c'est ça. C'est tout, c'est dans l'équilibre, dans l'amour que tu y mets, dans l'attention. Souvent, je dis que brasser, là, c'est. Il n'y a pas de. Dans le brassage, il n'y a pas de grand événement, si on veut. C'est ça. C'est un paquet de petites choses que tu mets en ligne, puis c'est toute l'attention que tu mets à chacune de ces petites choses qui fait qu'au bout, tu vas avoir une grosse différence. T'sais. Mais il n'y a pas une opération, ce que tu dis, là, cette opération-là, c'est primordial. Sont toutes primordiales, les opérations. Là. Oui. Mais, tu sais, il n'y a pas. C'est toutes des petites choses. Tu vas jouer avec des températures, tu vas jouer avec justement des intrants. C'est toutes ces petites affaires-là, ces petites attentions-là, qui, une fois additionnées, vont donner le résultat. T'sais. Puis ça doit être un défi quand tu veux reproduire la même bière, de refaire les mêmes petites étapes exactement pareilles pour que le client au bout qui l'a bu en janvier, le reboit sur un autre batch du mois de juin, mais il dit c'est la même affaire. Il doit y avoir une complexité là-dedans parce que vous êtes bien installé, mais vous avez peut-être pas l'équipement aussi high-tech que les grands, les grandes industries, là. Ouais, ben, l'important, c'est de prendre des mesures à chacune de ces étapes-là, puis de s'assurer de respecter les tolérances qu'on s'est mises. C'est tout ça. On a quand même, mettons, si je compare encore à un chef cuisinier, la chance que nous autres, on a, c'est que moi, je reçois des spécifications techniques OK. de mes intrants, des mâles, des houblons, donc j'ai des données précises qui sont applicables à mes besoins en brasserie. Puis on a des logiciels dans lesquels on rentre ces données-là, puis qu'on va réussir à calculer de façon à prévoir, à avoir que ce soit le taux d'alcool, la couleur, l'amertume. Puis après ça, ben, on fait nos suivis pendant les processus de fabrication. Fait qu'on a quand même cette chance-là. Là. Moi, d'avance, je peux prévoir un peu. Puis c'est sûr que les logiciels ne me donnent pas le goût que ça va Non, avoir. Mais je peux avoir déjà un paquet de paramètres techniques que je le sais que je vais avoir à respecter pour respecter l'idée que j'avais au départ de la recette. Puis dans les idées, c'est sûr que ça arrive souvent qu'on a des belles idées sur papier qui donnent des résultats bof, mais ça a-tu déjà arrivé que vous avez une idée, vous avez dit, ah, ça, c'est vraiment tout croche, puis ça a donné un bon produit, là? Tu sais? Oui, des surprises, des belles surprises, il y en a souvent. C'est sûr qu'on s'attend tout le temps on travaille pour que ça soit bon au bout du compte, là. Mais des fois, on est vraiment agréablement surpris du résultat. Il y a, dans cette catégorie-là, souvent, c'est les bières en fût de chêne, qui sont souvent Ouais. un gros guest. T'sais. Donc, tu achètes des barriques qui ont déjà été utilisées pour d'autres choses, du bourbon, du gin, du vin rouge, du vin blanc, etc. Puis là, ben, c'est réussir à trouver une recette, la mettre dans le barrique. Là, on est vraiment là, pas dans l'ésotérique, là, mais c'est carrément, là, là, il n'y en a pas de calcul. Là, Non. Tu fais pas tes étiquettes 6 mois d'avance, là. non, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer là-dedans, là, puis, faut être prêt, faut avoir le cœur solide parce que, oui, quand tu travailles avec des fûts de chêne, il faut toujours que tu te dises, ben, faut pas que j'aie peur de jeter de la bière parce que les probabilités que ça arrive sont assez élevées par rapport, mettons, à une production de bière normale, là. Fait Parce que, qu'en fût, tu sais, quand vous la faites, mettons, fermentation standard versus en fût de chêne, ça peut prendre quoi? 12 mois, 18 mois? Ça peut aller jusqu'à combien de temps, là? c'est minimum 3 mois là, pour aller chercher, là, dépendant du style de la bière, etc., là, du sort de barrique utilisé aussi, là, de 3 mois à sky is the limit. Là. Normalement, 3 mois à 1 an, là, c'est le standard pas mal. Là. Mais chez nous, des fois, il y a des affaires qu'on laisse volontairement de côté un peu
en style recherche et développement un peu, voir comment que ça peut virer de la bière en fût de chêne pendant X années ou avec des fruits dedans. Puis des fois, on s'amuse à faire des tests comme ça. Parce qu'encore là, c'est un produit qui a un gros point d'interrogation. Quand tu reçois un baril, tu sais pas, il n'y a pas de contrôle de qualité avant, tu sais pas ce que ça va goûter. Tu peux pas en prendre un petit morceau, le faire tremper puis le goûter, mais c'est le temps qui va dire c'est quoi que ça va donner. Oui. Puis il y a ça, puis après ça, une fois que tu es prêt à faire, mettons, un embouteillage pour de la bière barriquée, il y a toujours aussi la possibilité de faire des assemblages, c'est-à-dire de mélanger des barriques qui n'ont pas rapport entre elles. Là, mélanger une bière sûre dans une bière noire, mettons, ou là, tu peux dire hey, j'avais mis de la bière sûre avec de la bougie dans le fond là, puis j'ai une blanche, un fût de gin à côté. Puis là, on fait des tests, on mélange ça. Là, on fait c'est pas quelque chose qui vient de sortir de là, tu sais. Puis là, après ça, tu peux rajouter des affaires dedans en plus. Là, tu peux dire, bon, gars, ce blend-là est bon, mais on va rajouter de l'aronie dedans, tu sais, ou on va y faire un dry-up, on va, tu sais. Là, c'est... Mais ça répond un peu à la question du début. Donc, client qui disait hey, c'est quoi tes nouveautés? Quand il y a quelqu'un qui est habitué de boire de la pale ale ou de la pilsner, arrive avec une bière barriquée comme ça, là, tu te dis, tu peux pas avoir plus nouveau que ça. Fait que, sois pas surpris, là. Tu vas perdre tes souliers, là. Oh, oui! Oh, Tu vas oui, être ça va être décoiffé, là. une zone de confort. Mais non, c'est ça, on a parlé des. Bon, c'est un peu les défis de la production, mais tu parlais aussi des ingrédients, vu que c'est Mère Nature qui est fourni. Ça doit être tu disais, c'est un défi de travailler avec ça, là, parce que, tu sais, comme on dit, Mère Nature décide si le produit il est plus acidulé ou il est plus sucré, moins sucré, etc. Il est plus savoureux, moins savoureux. Mais au niveau de l'acquisition des matières, est-ce que des fois, il y a des périodes que c'est plus difficile ou tout simplement, est-ce qu'il y a certains produits qui sont rares? Je sais qu'à un moment donné, c'était certains houblons qui étaient très rares à cause de la folie par rapport à des styles, mais Ouais, ça ouais. arrive souvent ou vous autres aussi, vous êtes dépendants des producteurs de petits fruits parfois? Là? Ouais, ben c'est sûr que, mettons, le plus flagrant, c'est va être vraiment dans les petits fruits. Là, tu vois, mettons exemple cet été. Cet été, on voulait faire une bière sûre à la mélange. OK. Le producteur me disait hey, parfait, je vais avoir 200-300 livres de mélange pour toi. Yes, excellent. Je m'écolle. J'ai même une canette ici, déjà test, là, blendé, tout sûr à la mélange. Un moment donné, il m'appelle, il dit Sébastien, les oiseaux sont passés, il reste 50 livres. Ouf. Oh, OK. Bon, ben, ça va être une bière test finalement. Ça va être un petit fermenteur test de 100 litres qu'on va faire. Puis on va s'amuser avec ça. Je prends l'exemple des cerises griottes. Les cerises griottes, l'année passée, étaient super surettes, puis il n'y en avait pas beaucoup. Cette année, full production des fruits sucrés. Écoute, ça fait qu'on joue avec ça. Puis on l'accepte en même temps. Nos bières aux fruits, ben, on est dépendant des fruits qu'on met dedans. Puis, c'est pas des fruits que j'achète en gros dans un gros distributeur qui goûte tout pareil, puis qui est aseptisé sa saveur. Puis, fait que faut vivre avec, il faut l'assumer. Puis on l'assume très bien. Mais au moins, tu as, tes autres produits, sans dire plus traditionnels, là, que vous êtes capable de fournir à l'année longue aussi. Là. Fait que ça balance. Là. Exactement. Tu sais, je ne tirerai pas trop, mais je vais te poser la question. Je te l'avais pas mentionné avant, mais on a parlé de la compétition, mais qui est saine entre les brasseries. Puis vous avez beaucoup de respect, mais jusqu'à où ça peut aller, tu sais, le respect ou dire jusqu'où un microbrasseur ou une communauté peut aller, peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire la communauté quand il y a soit un brasseur en difficulté ou, mettons, un brasseur qui a besoin d'idées, là, jusqu'à où ça peut aller la communauté, là? Écoute, j'ai déjà vu dans le passé, mettons, je ne me rappelle plus exactement toutes les circonstances, là, etc., mais une microbrasserie qui perd son brasseur parce qu'il y a eu, mettons, un accident de voiture, quelque chose comme ça.
puis que les brasseries se décident de dire, gars, ben, nous autres, je peux te passer mon brasseur, X temps ou une journée par semaine, puis l'autre aussi, puis gars, comme ça, tu vas pouvoir continuer à produire, puis on va t'aider, puis ça peut être toutes sortes de choses comme ça, là, ça peut être, c'est ça. Quand on voit qu'il y en a un qui arrive un pépin, quoi que ce soit, là, c'est soit des messages, ou on envoie des messages, qu'est-ce que je peux faire, je peux-tu te donner un coup de main, je peux-tu t'envoyer du monde, on peut-tu, tu sais, fait que la communauté est assez forte, là. Oui, c'est ça. Puis on le voit dans les événements, là. Il n'y a pas de malice, là. Je pense que Ah c'est ouais, c'est plus ça. des événements, là. C'est super sympathique, là, la façon dont vous travaillez ensemble. Puis on le voit aussi, certains brasseurs qui accueillent pas des nouveaux brasseurs, mais des brasseurs qui disent j'aimerais ça me partir à une microbrasserie. Vous autres, l'avez-vous déjà fait, d'accueillir un brasseur disant je veux me partir à une microbrasserie, est-ce que je peux aller faire des brassins tests ou c'est pas encore arrivé, là? Euh, ben, non, c'est pas encore arrivé à proprement dit. On a peut-être déjà eu des stagiaires, mettons, qui OK. venaient de Jonquière, qui venaient chez nous, puis on savait ouvertement qu'eux autres, après ça, ils allaient partir leurs affaires. J'ai déjà eu quelqu'un qui avait gagné un concours OK. de brasseur maison, puis un des prix, c'était venir brasser une bière chez nous. Fait que ça lui donnait une journée de formation, puis de voir comme il faut, comment c'était dans un contexte plus industriel. Mais oui, il y a effectivement d'autres brasseries là, qui. Moi, je me suis souvent fait approcher, mais plus pour un appel téléphonique, mettons. OK. Comment que ça se passe, c'est quoi le milieu d'affaires. Des gens qui ont des questions, ben oui, moi, je suis bien ouvert à la discussion puis à parler des défis qui sont là-dedans. Puis dans tout ça, là, on a fait un peu le tour, mais opérer la microbrasserie du point de vue administratif, là, que ce soit au niveau de bon, il y a la gestion des employés, gestion de la production, c'est quoi le plus gros défi, là? Qu'est-ce qui te ronge un peu plus, là, selon ta perception? Pour un autre brasseur, ça peut être d'autres choses, mais de ton côté, en tant que président brasseur, le défi comme tel au niveau des opérations là, de la brasserie, ce serait Ben, quoi, là? moi, le plus gros défi dans les opérations là, pures et dures, là, c'est la prévision Hein? dans le futur. De dire le mois prochain, on va brasser ça. Ou dans les OK. 2 prochains ou dans les 3 prochains mois, voici les bières qu'on va faire. Parce que là, tu as un défi qui est tout à fait hallucinant et qui se complexifie aussi avec le temps. Là, c'est pas parce que ça fait 6 ans qu'on est ouvert que je trouve ça plus facile, même au contraire. Je t'expliquerai peut-être plus pourquoi tantôt. Mais de gérer, d'avoir à gérer, tu sais, quand tu vas avoir une bière de qualité, ces tablettes, ben, tu veux qu'elle va avoir une durée de vie. Donc, il faut que tu produises des bières, puis tu espères qu'elles soient vendues avant qu'elles soient passées date. Fait que tu as toute la gestion des inventaires à faire. Tu peux pas faire du stock en mongol, puis que finalement, une bière qui a une durée de vie d'1 an, elle vient de passer 6 mois dans ton entrepôt parce que ça sort pas assez vite. Non. Fait que tu te tires dans le pied. Fait que c'est toujours gérer tes inventaires, gérer tes intrants. On n'a pas des entrepôts de mongols non plus. Fait que faut que, gérer la fraîcheur de tes ingrédients. Là, maintenant, mettons, là, je prends comme exemple, depuis qu'on a fait notre rebranding, le plus gros défi que j'ai, parce que là, avant, on avait des canettes grises, puis on collait des étiquettes. Avoir une étiquette, là, ça prenait une semaine ou deux, puis tu as ton rouleau d'étiquette qui arrive chez vous, puis tu es bien content. Mais là, les étiquettes, les canettes imprimées, c'est des délais d'un qui varient, Ouais. qui peuvent varier de 4 à 8 semaines. Fait que là, faut que tu prévois, là. Moi, ma canette, OK, il faut que je commande ma canette aujourd'hui pour l'avoir dans 8 semaines. Là, dans 8 semaines, si je veux faire, je sais pas, un produit régulier comme la bitter que je fais tout le temps, mais là, vas-tu en avoir encore en inventaire? Est-ce que j'en aurais plus? Est-ce qu'il faut que je fasse une batch simple ou une batch double? Faut-tu que je commande 3000 canettes ou 6000 canettes? Puis là, ben, tu veux pas trop en commander non plus parce que le surplus, il faut que tu le stockes quelque part aussi.
Il y a des Faut- défis de logistique là, qui sont il faut que tu assez. tiennes compte de ce qui reste ces tablettes aussi dans le réseau, parce que si tu en fais puis qu'il en reste pas mal, ben ça. Oui, t'as bien beau avoir distribué 150 caisses de bière sur le marché, mais si 150 caisses de bière sur le marché sont encore toutes ces tablettes, pas plus avancer. Ah non, non, c'est une gestion qui est complexe, puis t'as le goût d'appeler Jojo Savard pour dire hey, c'est quoi je fais le mois Ah, prochain, là, 4,95 la minute, là. c'est malade. La boule de cristal, là, j'aimerais tellement ça l'avoir. Là, là. Puis là, des fois, ben, c'est ça. La levure, oups, je ne peux pas l'avoir la semaine prochaine, ça va être dans 2 semaines. Oups, il y a un shortage de tel mal, puis de tel blond. En tout cas, il y a toute cette gestion-là à faire. Là, de ce temps-ci, en plus, il y a les transports en général qui sont assez chaotiques. Des affaires qui prenaient énormément de te recevoir en 24 heures, des fois, ça prend 5 jours. Ah, Il y a personne qui t'a appelé pour te le dire, mais d'un coup, une année, ça cogne à la porte. Hein? On vient de recevoir. Je pense que je m'étais pris d'avance. ah, ah, Écoute, mais on c'est. finit par mettre en place aussi des. Moi, ça a été une grosse, gros changement dans ma gestion, là, les canettes, là, depuis la fin de l'été. Là. Mais écoute, on finit par se trouver des petits trucs, à se monter des fichiers, puis à essayer, mais il faut que j'y pense vraiment plus longtemps. C'est plus. Les coups de tête là, sont beaucoup plus. Sont pratiquement rendus impossibles. C'est un coup de tête sur un mois ou deux. Là, C'est ça, il faut que tu lâches le créatif pour tomber dans le cartésien, dire OK, il faut que je fasse ma planification. Là, puis après ça, il faut que tu dises ouais, mais j'ai une planification, il faut que je la suive. C'est ça qui doit être tough. À un moment donné, tu as une boule ouais, au cerveau un matin, j'aimerais ça faire ça. Ah, j'ai pas les canettes, j'ai pas les. J'ai pas ce qu'il c'est faut, ça. là. Le formateur n'est pas disponible. Puis là, je t'épargne les défis de, comme je dis tout le temps, nous autres, on travaille avec du vivant. Là. Ouais. On a bien beau là, faire tout ce qu'il y a à faire pour que nos bières soient de façon qui soit reproductible, mais autant des saveurs, mais autant au niveau de la production. On travaille avec du vivant. Fait que là, des fois, ta bière, elle va prendre 2-3 jours de plus à fermenter. Elle va en prendre 2-3 jours de moins à fermenter. Elle va, puis là, maintenant que tu te ramasses, nous autres, on a 6 fermenteurs ici. Tu as le 3 quarts de tes fermenteurs. La bière est toute prête en même temps. Il faudrait tout que tu scannes ça en même temps. Puis tout, puis après ça, tu es une semaine où tu n'as pas d'encanage pendant tout. Puis là, après ça, nous autres, on a un cycle qui peut être trippant. Quand on en canne 3 fois semaine, c'est égal. Là, OK. on canne 3 fois, on brasse 3 fois. Nous autres, c'est ça, c'est comme ça, c'est l'optique parfaite. Puis là, maintenant, l'équilibre pogne, là. Puis là, maintenant, là, ça se met à, à débouler. Là, t'as une semaine avec un encanage, l'autre semaine, tu en as 4. Après ça, tu tombes 2, là, tout devient plus le manuel. Hop, ça revient. OK, bon. Fait que quelqu'un qui va arriver et qui dirait hey, je veux une job stable avec de l'équilibre, c'est pas. Mais quelqu'un Il faut qui va savoir avoir du. jongler. Parce que pour mon poste à moi, c'est définitivement un poste de jongleur. Là. C'est incroyable. Ah, mais c'est de la belle jonglerie. Hey, regarde Sébastien, on va fermer ça. Ça a été super intéressant. J'ai pris quasiment 50 minutes de ton temps, mais je pense que ça va être très apprécié au niveau des gens qui vont l'écouter, puis surtout au niveau des jeunes là, qui sont. Il y en a beaucoup qui cherchent dans quoi ils veulent aller, selon leur intérêt, selon faire de la gestion, mais dans quoi je peux aller. C'est ça le but du balado, de présenter des gestionnaires qui sont dans plusieurs domaines. Puis je pense que tu viens de découvrir de quoi de très intéressant, puis montrer que oui, c'est un domaine qui est le fun, mais il y a une complexité, mais pour le gestionnaire, ça garde les sens aiguisés. Ah ouais, t'as pas le choix. Tu peux pas dormir sur la Switch. Là. Si tu dors sur la Switch, tu vas en manquer. Là. Hey, fait que c'est super, je te remercie. Sébastien, vous pouvez le trouver dans dans une brasserie Alma près de chez vous. Peut-être que vous allez le croiser dans un festival, on ne sait jamais, si jamais il y a de quoi qui se passe à Rimouski, soit lui ou des fois il y a des forains qui se promènent, ils appellent les forains leurs représentants. Donc, allez les voir, ils sont super sympathiques. Puis, au plaisir de se revoir bientôt, je te remercie beaucoup. Yes, hey, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était fort agréable. Super. Merci.